l'art-thérapie, l'art au service du soin. Moyen d'expression et moteur de transformation, l'art-thérapie a pour intention d'apaiser et de restaurer un équilibre psychique. Métier carrefour entre art et soin, il est pratiqué par des art-thérapeutes aux approches aussi plurielles que singulières. Aujourd'hui, nous rencontrons Nicole Bétula, musicothérapeute, qui a été travailleur social pendant plus de 25 ans avant d'exercer son activité de musicothérapie. Elle propose des ateliers d'expression par la musique, de la relaxation sonore, pour favoriser un mieux-être personnel et relationnel. En séance individuelle ou collective, en cabinet, en institution et à domicile, elle intervient sur le territoire du Tarn-et-Garonne et les départements voisins. Alors je te propose un petit jeu sonore où on va jouer ensemble et on va être un petit peu en interaction, en communication, grâce au piano. C'est un objet sonore comme un autre. Et pour ça, je t'invite à pouvoir explorer toutes les touches blanches. Donc comme tu en as envie, voilà, tu vas démarrer, moi je vais t'accompagner, puis on va voir où ça nous mène. Je ne sais pas où ça va nous mener, on va le découvrir ensemble. C'est parti ? Puis à présent, on va faire quelque chose de plus rythmé. Et c'est toi qui vas me suivre, toujours sur les blanches. Merci de nous accueillir dans tes murs aujourd'hui. Alors pour planter le décor, sachez que nous nous trouvons dans ton cabinet. Nous sommes donc entourés d'instruments que nous allons découvrir au fil de cet entretien pour le plaisir de nos oreilles. Alors la grande question que j'aime bien poser à chaque début d'interview et chaque personne que je rencontre, quelle est ta définition de l'art-thérapie ? Alors, je ne donnerai pas une définition de l'art-thérapie, mais on va dire de la sous-discipline qui est la mienne, la musicothérapie. Et il y a bien sûr plusieurs définitions. Celle, moi, qui me paraît, en tout cas actuellement, le plus adapté, c'est de dire que la musicothérapie est une pratique de soins, d'accompagnement, de rééducation, qui utilise les éléments constitutifs de la musique et qui permettent d'ouvrir des canaux de communication. Alors quand on parle d'éléments constitutifs de la musique, c'est qu'en musicothérapie, on va utiliser le sonore, le son, le rythme, le mouvement, la musique elle-même, l'harmonie et le silence aussi, et pour permettre d'entrer en relation, en communication, ou pour favoriser un mieux-être. Il y a deux façons d'intervenir en musicothérapie. Une musicothérapie active, où la personne va produire, voilà, faire des productions sonores, va s'exprimer à l'aide des objets sonores, mais aussi d'objets sensoriels. Et puis la musicothérapie réceptive, où là, on est plus dans de l'écoute, soit de l'écoute musicale, soit de l'écoute d'objets, d'instruments.
Voilà, il y a deux façons d'intervenir et il y a également, on va dire une pratique qui est la détente, musicale, détente sonore, détente psychomusicale, qui là, va utiliser d'autres outils, d'autres techniques de musicothérapie pour amener un état de de bien-être. Donc tu pratiques les trois. Est-ce que tu peux nous détailler ces Oui. trois pratiques? Alors je dirais que la musicothérapie, en fait, c'est vraiment une pratique qui s'adresse particulièrement aux personnes qui ont une communication verbale qui est altérée, qui ont des difficultés dans la communication verbale, ou dans la relation, soit liées à du handicap, une maladie, enfin pour diverses raisons et donc du coup, le langage n'est pas là. Il ne peut pas permettre de s'exprimer et du coup on va utiliser la médiation, musicale, hein, l'outil d'expression par la musique. Et on est dans la musicothérapie parce qu'on va être dans un soin relationnel. On va avoir des objectifs thérapeutiques. On va déterminer aussi dans un projet thérapeutique les besoins des personnes et on va utiliser des outils qui vont ensuite être évalués. Après, on peut utiliser les outils de musicothérapie dans d'autres cadres, hein, qui peut être la parentalité, soutien à la parentalité, l'inclusion sociale. Et là, on va plutôt parler d'application de la musicothérapie parce qu'on n'est pas véritablement dans du soin, comme on peut l'être dans des établissements médico-sociaux, à l'hôpital, voilà, où on est vraiment dans une démarche de soin. Et ensuite, il y a ce que la relaxation sonore est une pratique hein, qui consiste à utiliser du sonore pour arriver dans un état de détente. Donc, c'est quelque chose qui peut être utilisé en musicothérapie, mais c'est également une pratique qui est utilisée en dehors de la musicothérapie, simplement dans on va dire, dans une pratique de bien-être, de, oui, de détente. Il y a un objet que les personnes aiment bien, c'est celui-là. J'aimerais que tu nous racontes comment tu en es arrivée à la musicothérapie ou peut-être comment la musicothérapie est arrivée à toi dans ton parcours professionnel. Alors, pendant longtemps, j'ai pratiqué la musique, vraiment depuis l'enfance, en fait. Je pratique la musique, et il y avait ma vie, on va dire musicale, ma passion de la musique et puis ma vie professionnelle et je me suis formée en travail social. J'ai un diplôme d'état d'assistante sociale et puis, j'ai commencé à travailler, voilà, en tant que travailleur social et j'ai toujours eu, le besoin, l'envie de me former donc dès que j'ai commencé à bosser, en fait, je me suis inscrite à la fac de psycho parce que je trouvais qu'il y avait des approches en psychologie qui étaient intéressantes par rapport à mon métier. Donc j'ai fait une licence de psychologie clinique et interculturelle qui m'a beaucoup aidée, qui m'aide encore d'ailleurs, même en tant que musicothérapeute et voilà et donc je me suis nourrie, au niveau de mon travail, avec ces formations et puis par ailleurs, je faisais de la musique et je m'amusais, en dehors du boulot à pratiquer la musique dans différents, lieux, voilà, différentes, propositions musicales et puis, est arrivé un moment donné, alors c'était pas forcément une usure, mais un besoin, je trouvais qu'au niveau de mon métier, j'ai toujours fait de l'accompagnement social individuel et des actions collectives et puis les actions collectives se sont un petit peu étiolées, et ça me manquait au niveau de l'espace de créativité que pouvaient amener justement les actions collectives en travail social et j'ai senti qu'il y avait, quelque chose de l'ordre d'une formation plus qualifiante que j'avais besoin. C'est-à-dire quelque chose de plus profond que simplement les petites formations que je pouvais faire à un moment donné pour me relancer, nourrir ma pratique. Et je voulais me former à la thérapie familiale. Au départ, parce que je travaillais beaucoup avec les familles. Et puis en allant chercher sur internet, thérapie familiale, thérapie, et je suis tombée sur un site qui parlait de la musicothérapie. Et j'ai vraiment, donc c'était en 2011, un peu plus de 10 ans, et j'ai vraiment découvert ce métier. Je ne le connaissais pas. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce métier de musicothérapeute? Et donc j'ai regardé un petit peu ce que c'était. J'ai vu la formation. Il y en avait une sur Toulouse qui démarrait. Et là, j'ai vraiment dit, mais c'est quelque chose qui va... Je ne savais pas du tout si j'allais en faire un métier, mais en tout cas, je trouvais que ça faisait du lien entre mes différents aspects de ma vie, et personnelle et professionnelle. Et du coup, je me suis embarquée dans cette formation. Au départ, à titre personnel. Et puis ensuite, j'ai mis en place dans mon cadre professionnel des ateliers. Assez vite, au bout d'un an, j'ai pu avoir des outils
très concret pour pouvoir mettre en place des choses dans mon cadre professionnel et j'ai mis en place des ateliers d'expression par la musique, que j'ai appelé à ce moment-là des ateliers d'expression, auprès de particulièrement public de femmes victimes de violences en situation d'exclusion, voilà. Et j'ai pendant 5 ans, j'ai mené des ateliers dans mon cadre professionnel avec les outils de la musicothérapie. Et puis j'ai continué à me former et puis à continuer mon parcours de formation et je suis arrivée jusqu'à la certification, que j'ai obtenue en 2016. Voilà. Et ensuite, j'ai alterné entre mon métier de travailleur social, un peu de musicothérapie et puis au fur et à mesure, je me suis dit: «Ah ouf!» J'avais vraiment un attrait, une envie, d'aller pleinement dans ce métier et j'ai fait un choix, en 2020, de quitter mon métier de travailleur social pour aller vers pleinement dans la musicothérapie et dans le métier de musicothérapeute, pour le développer. Ouais, donc ça a pris tout ce temps-là. Entre le Il a fallu 2011, tu découvres, 2016, tu es ouais. certifiée, et 2020, c'est la bascule où Oui. tu rentres pleinement dans le Ouais, ouais, métier, ouais. comme Ouais, tu ouais, dis. c'est vraiment un parcours, hein. C'est vraiment un parcours parce que, d'abord, c'est un métier qui est pas toujours connu, reconnu. Il faut vraiment, trouver, la place qu'on peut y trouver dans ce métier et puis il y avait des questionnements sur, voilà, changer de statut puisque moi j'étais dans le travail social, j'étais, en fonction publique. Donc j'ai fait la bascule de passer aussi sur un métier en indépendant, en libéral, avec je travaillais les institutions, mais c'est vrai que c'est vraiment, à la fois un métier différent quand même, même si, les 2 pratiques se nourrissent, mais il y a aussi, une approche du travail qui est différente. Voilà. Qui n'est plus un travail de salarié ou de fonctionnaire, mais qui est un travail d'indépendant où là, on a aussi à créer son activité. Donc c'est aussi un métier de créateur d'activité, c'est d'auto-entrepreneur en fait. De la persévérance. Je crois que le mot qui me caractérise, dans ce que je fais, mais pour tout, hein, parce que dans la musique, c'est pareil, hein, moi je suis musicienne hein, aussi, donc c'est de la persévérance. Parce que j'ai pas de talent particulier moi en musique, hein, j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire en musique parce que je travaille, je m'y penche un peu dans le détail et je dirais que dans mon activité en musicothérapie, c'est quand même toujours ça parce que, autant en travail social, je suis une professionnelle aguerrie, avertie. En musicothérapie, je suis encore une jeune professionnelle, même si ça fait quand même quelques années maintenant, j'ai encore plein de choses à apprendre et beaucoup de choses à développer et je me nourris encore, je me forme, je suis en lien avec d'autres. J'essaie vraiment de me dire que ma pratique, elle a encore beaucoup, beaucoup à évoluer, quoi. J'ai à la faire évoluer. Oui, c'est une pratique en perpétuel Oui, mouvement, hein. J'ai l'impression oui. que Oui, en parce que art-thérapie, il y a ouais. ce besoin-là Mmh. aussi. Mmh. Oui, surtout que je me suis pas spécialisée sur un public, hein. J'interviens donc, je l'ai dit, auprès de personnes âgées, auprès de personnes en situation de handicap. Après, j'interviens aussi auprès d'enfants qui ont des troubles autistiques notamment, je suis pas mal sollicitée pour ça. Dans le cadre de l'inclusion sociale, des personnes qui ont des troubles psychiatriques et puis aussi un peu dans du développement personnel et en fait, il y a des moments où il y a un besoin aussi d'avoir, sur certaines pathologies, d'avoir des compléments d'information, d'aller chercher, de voir comment la musicothérapie peut y répondre au mieux pour être au plus près des besoins et du coup, c'est passionnant en fait. Moi je crois que pour le moment en tout cas, ça m'ouvre plein de portes quoi, parce que je me dis: «Il y a plein d'autres choses encore à faire, à affiner, à améliorer et puis, à créer aussi». Il y a une partie, on fait aussi avec, ce qu'on est, soi, l'outil, la technique et puis on a sa propre pratique en fait. Chaque musicothérapeute va utiliser bien sûr des outils qui sont un peu les mêmes, mais ils vont les mettre en application différemment et moi, par exemple, j'utilise beaucoup la voix, le corps, les objets sonores bien sûr, mais aussi, plein d'autres possibles quoi, hein. Je peux utiliser le mouvement, des photos, peinture, enfin il y a plein de possibles. Donc ça rejoint un peu l'art-thérapie au sens large aussi à des moments, hein. Le tube tonnerre.
Est-ce que, d'après ton expérience, on peut peut-être évoquer cette question des bienfaits de la musicothérapie que toi, tu as pu constater chez les personnes que tu as accompagnées, les groupes ou les personnes, hein, peut-être de donner un ou deux exemples, si Ouais, c'est plus... ouais, ouais. Oui, alors après les bienfaits, bon, c'est vrai que quand on est dans un projet, à proprement parler de musicothérapie, on est dans un projet thérapeutique. Donc on va d'abord évaluer, c'est-à-dire qu'on va avoir, soit un entretien avec la personne si elle peut en exprimer des choses ou avec la famille ou avec les soignants, pour évaluer un petit peu le besoin. Il peut y avoir la demande, la personne peut formuler une demande claire ou le besoin. Se donner une ligne de conduite avec des objectifs. Donc voir, si, à l'issue d'un temps qui est déterminé, qui peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, selon l'évolution et selon le on va dire l'échéance qu'on s'est fixée, on peut voir qu'est-ce qui a pu bouger. Et en musicothérapie, on est quand même sur de l'observation de choses, concrètes, de la communication non verbale, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on va évaluer, s'il y a une détente. Alors, ça dépend dans quel milieu on travaille, mais si on est par exemple sur des personnes en situation de polyhandicap, on va voir comment au niveau, du visage, il y a des observations de détente, de crispation. Le geste moteur, est-ce qu'il va s'améliorer? Est-ce qu'on va avoir une ouverture, de la communication et de l'expression plus grande? Un enrichissement des productions sonores? Voilà, il y a parfois quand les personnes sont à même de dire ce qu'elles ressentent, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, elles peuvent exprimer: «Ça m'a fait du bien, pour telle et telle raison». Mais en musicothérapie, on travaille beaucoup avec des personnes qui ne peuvent pas exprimer. Donc on est obligé d'avoir des outils d'évaluation et d'observation qui sont divers et variés selon les publics. S'il y a un élément, je trouve, qui est assez présent dans beaucoup de domaines, on va dire, pour être dans quelque chose d'un peu transversal sur les interventions, ouais, il y a une vitalité donc qui va se manifester par, une expression plus riche, une mise en mouvement du corps, la voix qui va, sortir, vocaliser, hein, pas forcément avec des mots, et des expressions non verbales plus enrichies. Et puis ensuite, il peut y avoir, selon, par exemple en EHPAD, on travaille aussi sur, la dimension cognitive, de la musique, ce que ça peut stimuler au niveau cognitif, l'émotion, la dimension émotionnelle. Donc en fait, on a vraiment des critères qui nous permettent de dire, pour telle situation, c'est ça qu'on va travailler et on va évaluer, si ça apparaît, si ça s'enrichit ou si ça s'appauvrit, quoi. Voilà. Et puis, on est sur l'interaction relationnelle. Donc, on va, stimuler cette relation en musicothérapie active. Comment on interagit, comment la personne va sortir de son isolement pour interagir, grâce à la médiation musicale. Et on va évaluer, en fait, les interactions, si elles sont plus importantes ou moins importantes. Et après, il y a aussi toute la dimension détente. Donc on va être là, presque c'est un objectif qui est différent, c'est-à-dire que là, ça va être des personnes qui vont justement avoir besoin davantage de se poser, donc des adultes ou des enfants qui ont des troubles de l'agitation, et là, on va essayer de travailler plutôt la dimension détente, respiration et amener, un certain apaisement. Donc on est dans un autre objectif et ça, on le repère aussi, par ce que les gens peuvent en dire, mais aussi, ce qu'on peut percevoir du niveau de respiration, voilà, de la posture du corps. Alors ça, ce sont les carillons cochés. Il y en a que 3 là, mais sinon, souvent il y en a 4 parce qu'il y a les 4 éléments. C'est très en général très apaisant comme sonorité. Autant il y a des objets qui peuvent plaire ou ne pas plaire à certaines personnes, autant ceux-là, pour l'instant, à chaque fois, c'est ce mot-là, ça détend. Donc c'est un objet un peu fédérateur, on va dire, celui-là. Je pense à une petite fille, pour être un peu dans quelque chose d'un peu concret, une petite fille, que j'accompagne depuis quelque temps et qui a, des troubles cognitifs, une déficience intellectuelle et qui a une maladie en fait, génétique et dont les parents m'ont sollicité pour amener une activité un peu adaptée parce qu'elle aime beaucoup la musique et à la fois de pouvoir l'aider à gérer un peu ses émotions et son niveau d'activité et son niveau d'agitation parce qu'elle a beaucoup d'agitation liée à sa pathologie. Et en fait, j'ai intégré dans les séances, il y a du jeu, beaucoup de jeux,
du ludique, hein, avec du rythme, du son, voilà, elle est très, très joueuse et on part du jeu. Moi, avec les enfants, je joue, en fait, hein. Et là, j'ai intégré un peu de relaxation. Alors, ça a été très difficile au départ. Elle avait très peu de marge sur le temps où elle acceptait d'inspirer, d'expirer, et cetera. Et après, avec le jeu de souffle, souffler même dans un objet sonore, on a vraiment intégré le souffle et la respiration. Et aujourd'hui, elle est en capacité de faire trois respirations complètes, ce qui est beaucoup pour son niveau d'agitation, et de pouvoir se poser. Et ses parents m'ont indiqué qu'elle l'avait intégré dans d'autres activités. Quand elle sent qu'elle monte au niveau de l'agitation, elle va souffler. Voilà. Et certaines musiques vont inspirer davantage cette détente que d'autres. Et on a utilisé des musiques qu'elle, elle trouvait qui pouvaient la détendre. Je vais partir aussi des choix et des goûts musicaux et de l'identité sonore de la personne, hein. C'est vraiment, bien sûr qu'il y a des musiques un petit peu, on va dire, générales qui vont amener de la détente. Donc c'est important d'avoir aussi les éléments, sur l'identité sonore, hein, la culture musicale. Et quand on l'a pas directement avec les personnes qu'on accompagne, moi j'interroge par exemple les familles ou les soignants, ou si jamais j'ai aucun élément, je vais partir sur des ambiances sonores plus, on va dire de la nature, ou vraiment des musiques qui sont très fédératrices. Oui, mais j'ai un exemple, par exemple, en EHPAD, d'une dame que j'avais aux ateliers de musicothérapie active, où là, elle participait. Et puis, sa pathologie s'est aggravée. Elle était ensuite en fin de vie. Et je suis allée la voir en séance individuelle dans sa chambre. Mais je connaissais tous ses goûts musicaux. Donc ça, du coup, ça a permis d'accompagner cette personne dans du réceptif. Elle ne pouvait qu'accueillir dans du réceptif, mais parce que j'avais aussi connaissance de ce qu'elle aimait. Donc c'est important, ça a été précieux pour l'accompagner parce que je connaissais ses goûts et je voyais effectivement ses réactions, mais j'aurais eu du mal à peut-être lui proposer des musiques si j'avais pas eu son histoire et puis s'il n'y avait pas eu cette expérience avec elle. Après, ça reste possible, hein. Il y a toujours des soins palliatifs qui sont faits en musicothérapie avec des personnes dont on n'a pas connaissance de ces goûts musicaux, mais ça reste quand même compliqué. Il faut aller chercher un peu, hein. Mmh. Oui, c'est intéressant de voir comment c'est évolutif aussi, comment on peut passer de quelque chose d'actif à quelque chose de réceptif. Oui. Et l'accompagnement, finalement, il évolue aussi Oui. avec la situation de la personne. Bien sûr, parce que bien sûr, la musicothérapie ne guérit pas des maladies, hein. Elle peut permettre d'accompagner, de prendre soin, mais il y a des maladies, alors on utilise beaucoup en EHPAD pour des personnes qui ont un trouble cognitif, maladie d'Alzheimer, on va pas soigner la maladie, on va amener un confort de vie, on va amener un peu de vitalité, plus de détente. Enfin, après les troubles de la mémoire, ils sont toujours là. Après, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on chante une chanson, la mémoire revient. C'est parce que ça vient prendre, ça c'est maintenant expliqué, hein, par les neurosciences, c'est que ça vient connecter d'autres zones du cerveau. La mélodie, la chanson va venir connecter des zones du cerveau que ne connecte pas le langage, qui sont pas les mêmes. Donc du coup, ou qui peuvent être communes, mais c'est vrai qu'on peut arriver à avoir des personnes qui ne parlent pas, communiquent très peu, et dès qu'on met de la musique et qu'on chante, elles vont s'éveiller et chanter et utiliser leur voix, quoi. C'est ça, cet effet-là. C'est un des effets de la musique. Alors, cet objet, il a été fabriqué avec des bouteilles de gaz. Donc c'est un objet qui a été des fonds de bouteilles de gaz qui ont été soudés, puis ensuite martelés et taillés, ciselés pour que ça fasse des notes. Voilà, donc c'est un objet sonore atypique, mais on peut trouver le même format dans des magasins de musique qui s'appelle souvent le hang ou le tong, voilà, selon le type d'instrument. Mais je trouve l'intérêt d'avoir quelque chose de vraiment fabriqué, fait main. Voilà. Il est réversible en plus, tu vois. Ah, génial. Réversible. Il y a des gravures dessus. Une autre question. Tous les art-thérapeutes que j'ai rencontrés jusqu'à aujourd'hui, la plupart sont issus de reconversions professionnelles. Ce sont des choix assez forts dans le parcours qui souvent sont issus d'une histoire
personnelle et j'aimerais connaître ta raison profonde pour savoir qu'est-ce qui, toi, t'anime dans ta pratique aujourd'hui. Alors, je pense que c'est le mot important, c'est qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui. Parce que je suis allée assez jeune vers les métiers de l'accompagnement, à travers mon métier de travailleur social. Enfin, du coup, et aujourd'hui, je suis toujours dans un métier de l'accompagnement. Alors, je me situe bien sûr dans une pratique de soins, mais je parle plus souvent d'accompagnement. Voilà, c'était mon cœur de métier, l'accompagnement social. Maintenant, je fais de l'accompagnement en musicothérapie. Mais aujourd'hui, ce qui m'anime dans mon métier, ça touche à quelque chose de l'ordre du partage et de la joie. Plus j'avance dans mon métier, plus je me rends compte que même s'il peut y avoir, des situations extrêmement difficiles quand même dans l'accompagnement, des problématiques, très, très lourdes au niveau médical il y a à travers la musique, il y a quelque chose qui vient stimuler. Alors je parlais de la vitalité, mais je pense qu'il y a quelque chose qui vient stimuler aussi, une joie intérieure, en tout cas chez moi et que je peux ressentir dans ce que je pratique avec les personnes que j'accompagne à des moments. La dimension émotionnelle, tout simplement. Alors ça peut être aussi, la joie, ça peut être aussi la tristesse, la colère, mais il y a quelque chose qui touche à la joie, à la paix intérieure, en fait, que j'essaie de connecter avec mon métier pour être au plus près de la relation à l'autre. C'est vrai que j'ai tendance à parler d'objets sonores plus que d'instruments, en fait, qui me permettent d'aller stimuler différentes sensorialités. Donc, on a les objets de percussion, divers et variés. On a des objets mélodiques qui vont plutôt toucher le sonore, les harmonies. On a certains objets qui font les deux, qui sont à la fois percussifs et mélodiques. Et après, on a des objets vibratoires qui vont vraiment toucher la sensibilité par la vibration. Et puis, on a aussi, enfin moi j'utilise les objets à la fois dans leur dimension sonore, mais aussi sensorielle, c'est-à-dire qu'il y a différentes matières, du bois, du plastique, du métal, des objets à frotter, des objets à secouer, des objets à caresser. Enfin, il y a vraiment cette dimension-là dans l'utilisation de l'objet sonore en musicothérapie et qui du coup s'adapte en fonction des demandes du public et des projets thérapeutiques. Pour certaines personnes, ça va être le toucher qui va être agréable. Ça va être d'être dans le sensoriel, mais au niveau du toucher. C'est fait avec des fèves, ça vient du Cameroun. Il y a des objets aussi un petit peu plus traditionnels, quoi. Certains sont sont faits en plastique, très modernes, et d'autres sont des objets qui ont été fabriqués avec du bois, une calebasse et des capsules. Alors, je ne sais pas si c'est du coca ou de la bière, puisque c'est tout rouillé, on ne voit plus, mais ce sont des capsules en fait, de bouteilles. La kalimba, très vibratoire en fait. Et puis ensuite, il y a aussi deux choses importantes, vraiment essentielles, pour moi en tout cas, dans ma pratique, c'est le corps et la voix. J'ai eu une expérience, une petite anecdote, quand j'ai démarré, j'étais au tout début de mon activité, et je suis allée faire des interventions dans un CHRS qui accueille des femmes victimes de violences, et donc il y avait des ateliers d'expression par la musique, je les avais appelés comme ça. J'avais prévu ma séance, préparé ma séance vraiment avec des objectifs. Donc je pars et j'arrive à Toulouse et au moment d'ouvrir la malle de ma voiture, je m'aperçois que j'ai une valise à roulettes dans laquelle je mets tous mes objets. Elle était restée à la maison. Je l'avais oubliée. Voilà. Et j'étais devant le CHRS. Et là, je dis, aïe,
Donc, j'ai, dû faire preuve d'ajustement, de créativité. Je savais que dans la salle, il y avait un lecteur CD avec des CD, donc je me suis dit: «Bah, tu vas pouvoir faire de l'écoute musicale» et puis après, je me suis dit: tu as quelque chose d'essentiel, tu as ton corps et ta voix et en fait, j'ai fait un atelier, avec des percussions corporelles, de la voix et je pense que franchement, ça a été un atelier, vraiment où il y a eu des interactions majeures dans cet atelier entre les personnes et vraiment une grande vitalité. Donc c'est vrai que je dis le corps, la voix est aussi un objet ce sont des objets sonores, qu'on a sur soi et je l'utilise beaucoup et la voix en particulier, parce que c'est des fois le seul lien qu'on peut avoir, quand vraiment les personnes ne peuvent absolument rien manipuler au niveau des objets ou on va partir sur, des bruits de bouche, des bruits de gorge, des bruits de et c'est ça qui va nous permettre de rentrer en relation. Oui, Voilà. c'est un bel exemple d'adaptabilité, Oui. ce qu'on demande souvent Oui. aux art thérapeutes. Ouais. Ouais. Après, ouais, corps et voix, là, ça a beaucoup de sens Ouais. aussi pour le type de public Bien sûr. qui est justement Ouais. ce type de groupe-là où il y a Ouais, un ouais. rapport au corps et à la voix. Mmh. Et finalement, la vie a peut-être bien fait les choses ce jour-là. Mmh. Je lui dis: «Tu es là, il va bien falloir faire» et c'est, aussi ce qu'on nous apprend en formation, hein, c'est que de toute façon, on peut préparer tout ce qu'on veut et puis il va pas se passer du tout ce que, voilà, on peut imaginer. Donc je crois que le travail aussi, et l'évolution, dans ma pratique de musicothérapie, c'est du coup, déjà de pas forcément attendre un résultat ou quoi que ce soit, c'est d'être dans l'accueil, en fait et l'accueil un peu inconditionnel de ce qui se passe et préparer, ça peut être intéressant parce qu'on a un objectif et puis ça peut être rassurant aussi, mais il n'empêche qu'après les choses se passent, on va dire dans l'instant présent, quoi et c'est ça qu'il faut être en capacité d'accueillir. Qu'est-ce qui se passe là? Comment je réagis? Et vraiment d'être dans cette interaction et dans ce moment présent, au moment de la séance, à chaque fois, quoi. Ouais, ça permet une justesse aussi, Ouais. une justesse de Voilà. proposition Oui. qui est apportée à ce moment-là. Ça, c'est des objets. Ça, c'est les boom wakers. Ouais, donc c'est vraiment c'est le truc, c'est facile à utiliser. Puis tu vois, il faut pas. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ce mot vitalité, Mhm. qui est revenu plusieurs fois dans l'entretien. Et qu'est-ce que ça génère chez toi, ce mot? À quoi il fait écho? Alors, à quoi fait écho? Alors moi, j'ai un atelier qui s'appelle Rythmes et mouvements et le sous-titre, c'est stimuler notre vitalité. Voilà. Alors, ce que ça m'évoque, vraiment, ce qui me vient, ça me renvoie à il y a 25 ans en arrière quand, je suis allée faire une formation sur le corps et émotions. La personne qui nous accompagnait dans cette formation, le matin, quand on démarrait, nous mettait de la musique. Tous les matins, on démarrait la formation et il nous disait: «Quand tu as le blues, bouge». C'était vraiment avec sa voix grave là et il nous mettait du blues parce que je pense qu'il devait aimer énormément le blues, j'imagine maintenant avec mon regard de musicothérapeute 25 ans après, mais et en fait, ça m'évoque ça, c'est que, la vitalité, c'est l'élan vital, donc c'est aussi ce qui nous anime dans la vie. Ça peut être immense, il peut y avoir des tas d'expressions, de la vitalité de chacun et ça peut être aussi tout petit. La vitalité, elle peut être vraiment ça peut être des toutes petites bulles en fait, voilà qui pétillent ou quelque chose qui est un grand chant, j'ai envie de dire un chant, à la fois, dans la nature puis ou un chant, lyrique, enfin voilà. C'est vraiment, quelque chose qui est en mouvement et qui va, être, en chacun de soi, prendre des formes différentes. C'est une matière la stimuler, c'est peut-être permettre de la faire grandir, pour la partager. Voilà, après, c'est une notion aussi de partage, quoi, d'être avec l'autre. Ça m'évoque ça. Pour terminer, peut-être une citation, une phrase Ouais. qui fait sens pour toi dans Mmh. ton travail de musicothérapeute. Mmh. Alors il y a une phrase qui me vient là, qui est, issue d'un sous-titre, d'un titre d'un livre d'un musicothérapeute qui s'appelle Roland Vallée, que j'aime beaucoup en fait dans sa pratique et dans, ce qu'il exprime. Le titre du livre, c'est, «Musicothérapie et désir de vie chez la personne polyhandicapée»
Et le sous-titre, et c'est cette phrase-là qui m'a beaucoup touchée, que je trouve intéressante, c'est immenses aventures, donc immenses aventures au pluriel, immenses aventures sur espace réduit. Voilà, et c'est une phrase qui me parle. Faire du grand avec du tout petit. Dépasser, aller au-delà. Merci beaucoup, Nicole, pour cet Avec grand plaisir, Marie, de cette balade sonore. Ouais. Merci bien, merci à toi. À bientôt, merci. Au revoir. Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles rencontres animées.